Bonjour à tous, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité à Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui, nous allons faire face à ces défis qui est là, maintenant, actuellement. C'est la guerre de l'Est. Cette guerre, on en parle un peu partout dans le pays, mais aussi à travers le monde. Une guerre d'agression. Le Rwanda a envoyé ses hommes à l'est de la RDC pour tuer, violer, piller les ressources de la RDC. Et ils viennent en appui à un mouvement rebelle terroriste, on l'a déjà qualifié, le M23. Comment mettre fin à cette guerre? Pendant ce temps, comment doit être le comportement des citoyens congolais? Et puis, comment doit être le comportement de nos forces armées, les forces armées de la République démocratique du Congo face à cette guerre d'agression? Voilà, autour de ces différentes questions que nous allons parler, échanger avec notre invité de ce jour. Il s'agit de M. Florent Ebondo. Ce n'est pas la première fois ou la deuxième fois que nous le recevons. Monsieur Florent, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Je vous en prie. La RDC aujourd'hui fait face à une guerre d'agression. Et ça fait de temps, depuis l'état de siège, depuis la proclamation de l'état de siège. Aujourd'hui, nous sommes en pleine guerre avec nos voisins, le Rwanda, et puis nos forces armées sont au front. Quelle appréhension faites-vous de cette guerre d'agression? Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer dans un environnement où notre pays est agressé par son voisin. D'ores et déjà, je commence par exprimer mes pensées profondes à l'endroit de notre population de l'Est qui est soumise à une vie d'errance imposée par cette situation inacceptable au XXIe siècle. Je vois nos mamans, nos sœurs, nos jeunes enfants, les mamans, les vieilles personnes en train de fuir leur maison vers Bunagana là-bas, traversant des forêts. Et voilà, parce qu'il y a les voisins qui ont décidé de perturber la vie des Congolais. Donc je leur adresse mes pensées profondes, les soutiens. Mon soutien aussi très brutal, pour ainsi dire, à nos unités combattantes, à notre armée, l'armée républicaine congolaise. Nous soutenons cette armée-là, afin que cette armée puisse se comporter conséquemment pour qu'aucun centimètre carré de ce pays ne soit sous le contrôle de l'ennemi. Je présente également le même soutien brutal et total au gouvernement de la République, au chef de l'État. Pendant ce moment, comme vous l'avez demandé, mon appréhension, c'est d'abord ce constat qui fait très mal à nous Congolais, de voir que les voisins qui ont tout obtenu de ce pays se permettent cette aventure-là de pouvoir nous déstabiliser de manière récurrente. Et on commence à s'en habituer et ça fait très mal. C'est comme ça que je salue ce que je vois comme élan de solidarité nationale. Et pour une fois, j'ai vu que toute la classe politique, de gauche, de droite, opposition comme majorité, tout le monde parle comme un seul homme pour condamner avec véhémence et soutenir notre armée. Et il n'y a rien d'aussi résistant, d'aussi puissant que l'unité d'un peuple. C'est comme ça que je m'en réjouis, tout en pleurant, parce que le sang du Congolais est en train de couler innocemment à l'est du pays. En même temps, j'ai la joie de voir que pour une fois, les Congolais parlent le même langage et cet ennemi-là sera écrasé. Cet ennemi sera écrasé, mais voilà, la question qui vient, c'est depuis Joseph Kabila jusqu'à aujourd'hui, cette partie de l'Est de la RDC est toujours en insécurité. Et le Rwanda a tout fait pour insécuriser, pour s'aimer de la violence. Mais depuis l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi, on a vu qu'il a été beaucoup plus sur le plan diplomatique.
Il a été au Rwanda, il a été en Ouganda, il a été pour chercher la paix dans cet espace-là et qui n'arrive toujours pas. Et comment vous voyez la situation? Oui, merci. J'ai entendu une certaine opinion qui, à un moment donné, ne comprenait même plus le chef de l'État. Parce qu'on a vu notre chef de l'État livrer toutes les armes de paix pour que finalement le Rwanda comprenne que le Congo n'est pas là pour l'insécuriser. On connaît le nombre de fois que l'armée rwandaise a traversé les forêts congolaises jusqu'à Kinshasa. Ils ont toujours laissé leurs frères là à l'est de la République, même quand ils contrôlaient cette armée, dont ils ont même été les responsables. L'un d'entre eux, James Kabarebe, vous le savez. Ils n'ont jamais réussi à régler cette question-là, et même quand ils ont réussi à nous envahir, à contrôler tout le pays militairement. C'est vous dire que ça devient un prétexte. Et le chef de l'État a appliqué une approche pédagogique qui était de nature à faire comprendre à l'opinion que Kagame était simplement de mauvaise foi. Donc, il ne pouvait pas y aller brutalement. Vous voulez l'exploitation? D'accord, on signe les accords. Beaucoup de Congolais en ont fait le problème. Il y en a qui étaient en colère saine, je les comprends. Mais il fallait procéder comme ça pour que la communauté internationale, qui prend position toujours au profit du Rwanda depuis les génocides, parce qu'ils avaient réussi à bien vendre leur génocide. Et pourtant, ils ont plus tué chez nous qu'ils ont été tués chez eux par eux-mêmes. Et se sont fait tuer entre eux. Mais eux ont tué les Congolais, à nombre nettement supérieur. Mais on en parle moins. Mais le chef de l'État, en véritable initié politique, quand il arrive, il n'y va pas brutalement. Tout ce qu'il fallait faire, il l'a fait. C'est comme ça que, vous voyez, le volet diplomatique était important. Il faut sensibiliser l'opinion internationale. La plupart des grands de ce monde sont au courant maintenant de la mauvaise foi de Kagame. Le plan politique également, vous l'avez vu. Les accords qui sont même... Maintenant, là, il y a même une réunion qui a lieu au moment où je vous parle. Il a tout vidé pour montrer la preuve de la bonne foi de ce pays et du président de la République. Maintenant que tout est clair, Kagame voyant qu'effectivement sur la scène internationale, la cause congolaise commence à être comprise, il revient très rapidement également pour nous agresser. Et là, il voit venir les élections. Il faut perturber vite les élections. Il voit le lent que prend le pays. Si vous suivez très bien le décor qui est planté là, c'est pour un décollage économique de ce pays, avec le programme de développement de 145 territoires. Ouais. J'étais même invité à une journée d'information le samedi, qui est organisée par les BSECO. On a vu les choses claires, les projets identifiés avec les sites où seront érigées certaines infrastructures qui pourront accélérer le développement de ce pays. On n'a jamais été aussi proche du décollage de ce pays que maintenant avec le président Tshisekedi. Et ce monsieur en calculateur, c'est le moment qu'il choisit pour nous poignarder dans le dos. Et donc, je vous dis, au stade actuel, nous avons besoin d'utiliser toutes les armes conventionnelles. Par armes conventionnelles, je vois les fronts diplomatiques, je vois les fronts politiques, je vois également les fronts médiatiques. Regardez également le média, même les médias, dans tous les réseaux sociaux, vous voyez que le Congolais présent, tout le monde a pris conscience. Trop, c'est trop. Nous ne sommes pas des animaux pour nous faire écraser comme ça parce qu'il y a les puissances qui utilisent les petits États pour se faire de l'argent afin de faire tourner leur économie. Il y a moyen de le faire normalement avec un pays ouvert. Nous avons un président, un démocrate. D'ailleurs, le président l'avait dit. Vous voulez nos minéraux, vous voulez nos richesses. Venez au Congo. On parle, on partage et puis... Exactement. Les gens ne veulent pas ça. C'est comme ça que je vous dis que c'est ahurissant, c'est difficile à comprendre qu'un président qui est aussi volontaire, qui est aussi ouvert, qu'on se taise devant ce genre de flagrance, devant la tragédie de l'Est, qui n'a que trop duré. C'est comme ça que nous saluons, tout en demandant à nos compatriotes congolais de ne pas tomber dans les pièges de l'adversaire. Nous ne sommes pas en guerre contre le peuple rwandais. Du reste, ce peuple-là, quand vous allez au niveau de la frontière, vous allez comprendre les Congolais. D'ailleurs, eux, ils font plus les affaires au Congo que chez eux. Voilà. On va y arriver. Je voudrais... Mais vous êtes sur le plan diplomatique. Le président Tshisekedi, c'est un grand diplomate. Il a fait le tour. Mais apparemment, la diplomatie n'a pas payé parce que nous sommes toujours agressés. Bon, la diplomatie, vous savez, il y a les choses que l'on dit à haute voix sur le plan diplomatique. Il y en a que l'on ne dit pas à haute voix sur le plan diplomatique. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont bougé du fait de la diplomatie offensive, agressive, positivement parlant,
du président Tshisekedi. Nous avons suivi même le Sénat américain à faire une prise de parole où on a condamné jusqu'à citer le Rwanda. Ça ne se disait pas avant. On a vu certaines puissances commencer à délier les langues. On a suivi également, c'est l'Allemagne, le gouvernement allemand, qui a fait également une déclaration de condamnation. Les langues se délient. Le mal a été tellement profond qu'il faut le temps, qu'il faut du temps. Tout en se battant sur le plan diplomatique, ce n'est pas eux qui viendront libérer le Congo. Il faut en même temps former notre armée. Elle est en train de l'être. Il faut la motiver. C'est comme ça que moi, d'ailleurs, je veux profiter de ce plateau pour appeler à l'ouverture d'un compte citoyen où les Congolais vont de manière volontaire verser leur contribution pour soutenir notre armée. Et moi, je serai parmi les premiers à aller donner ma contribution. Ma contribution d'enseignant, même tout le salaire, je vais le mettre déjà. Tout le monde a l'unanimité. Je vois même des femmes qui vendent le beignet, qui disent, même $1 nous donnerons. Le Congolais n'a jamais été aussi excédé par ce qui se passe, parce que maintenant on voit la preuve de mauvaise foi de notre voisin, même ceux qui sont derrière là. Nous sommes quand même dans un monde civilisé, il faut avoir des raisons de faire le mal à quelqu'un. Alors, on a suivi le président de la République qui a appelé le Rwanda à retirer ses troupes de la RDC. Le président qui a demandé au Royaume-Uni de dire au Rwanda de retirer ses troupes. Le président qui a parlé aux États-Unis. Alors, ça cache quelque chose. Apparemment, les Royaume-Uni et les États-Unis sont derrière le Rwanda. Mon frère, je crois que nous sommes arrivés à un stade où il ne faut plus se voiler la face. Le pays est en danger. Nous devons défendre le pays que nos aïeux nous ont légué. Le pays pour lequel nous avons un Lumumba enterré, dont les Belges nous retournent là-dedans aujourd'hui. Nous avons la mission citoyenne de défendre ce pays. Ce sont les États-Unis, c'est la Grande-Bretagne qui sont derrière cet État-là. Et pourquoi ils doivent nous faire ça? Quand nous connaissons la déstabilisation de ce pays, lorsque Kabila est parti, ils ont fait venir l'armée de l'AFDEL avec le village de Rwanda ici. Qui était derrière? Ce sont les Américains. Pour ouvrir notre frontière, parce qu'il y avait génocide au Rwanda, la pression était venue de qui? De la communauté internationale avec la France en tête. Tout ce que nous avons connu, c'est la même communauté internationale. Et c'est doit, à un moment donné, d'arrêter. Mais figurez-vous, la Grande-Bretagne, un pays qui se plaint d'être à l'étroit, d'avoir une expansion démographique qu'on ne sait pas contenue par rapport à la superficie du pays, qui se plaint parce qu'on est à l'étroit par rapport à la densité de la population, se permet d'aller importer les réfugiés indésirables en Occident pour les ramener chez eux. Là, on n'en a pas besoin parce que ce sont des gens qui viennent essentiellement de pays à culture de guerre, des terroristes, donc etc. Ce sont mais des il militaires se permet, oui, les militaires, voilà. On veut envoyer. Et moi, j'étais en ce moment-là, quand on parlait de cette affaire, j'étais à Bruxelles. Ouais. J'ai suivi que même le blanc, beaucoup d'Occident, ce n'est pas tous les Occidentaux, c'est l'opinion politique, ce sont des politiques. Ceux qui se disent les grands de ce monde, je ne sais pas en quoi ils sont grands. Les gens qui sont prédisposés à mourir, à être enterrés comme tout le monde. On ne peut pas être grand sur le sang des autres comme ça. J'étais à Bruxelles en ce moment-là. Donc ce projet-là, vous êtes contre? Non seulement je suis contre, mais nous ne sommes pas les seuls à être contre. J'ai vu beaucoup de médias à l'international condamner cette affaire. Comment est-ce possible qu'un pays comme celui-là se permette d'importer les indésirables refusés? Même le Parlement britannique même le Parlement, contre. Oui. C'est vous dire le comportement de ce monsieur-là. Comme si cela ne suffisait pas, et c'est là où je ne comprends pas l'attitude de notre voisin qui est un frère à nous, Sassou Nguesso. Comment ce gars-là peut se permettre de venir quitter chez lui, là, venir acheter les terres, soi-disant, à côté de Kinshasa, ici, vers Maluku. Et pourtant, lorsque on mûrit, lorsqu'on approche de la mort, parce qu'on est déjà 70 ans, 80 ans, on s'approche de la mort. On se doit de laisser des bonnes traces sur la terre des hommes. Est-ce qu'il comprend ce qu'il est en train de faire à son pays? Il voit déjà l'ambition de notre voisin, là. Un belliqueux qui a la culture de sang. Demain, ce qu'on est en train de nous faire là, on le fera au Congo-Brazzaville. C'est parce que nos compatriotes, plutôt nos frères voisins, donc comprennent le danger.
Donc si on cède oui. cette vous verrez ce qu'ils vont faire au Rwandais, voilà. il y a un risque d'insécuriser encore. Et les égorgements, la culture d'importation qui nous a amené là, on égorge nos compatriotes là-bas, on va importer là chez eux. Donc oui. les Congolais de Brazzaville doivent ouvrir l'œil. Les Congolais de Kinshasa. C'est vous dire le comportement de ce monsieur-là, Kagame, qui n'est pas intelligent, qui est simplement rusé. C'est quelqu'un dont on se sert. Les puissances se servent de gens pendant un moment donné, on vous laisse. On a eu Mobutu qu'on a utilisé terriblement. On a vu comment on l'a lâché en dernière minute. Ici, qui blaguait avec l'armée congolaise? Partout ici. Qui blaguait? Même là au Rwanda, qui blaguait? On s'est moqué de nous parce qu'on nous a peiné, on nous a fragilisés jusqu'à nous mettre dans des situations très difficiles. Et quand on voit un patriote, un nationaliste qui est là, on sent que ce monsieur est en train de redresser le pays. Il faut vite les déstabiliser. Et là, nous disons qu'ils vont échouer parce que le peuple congolais est debout. On verra comment on peut tuer tout un peuple. On verra. Je sens même une colère saine qui m'envahit quand on parle de cette histoire. Voilà. Ma difficulté, c'est que nous sommes sur le plan diplomatique, mais eux amènent l'arme. Il y a un écrivain qui a dit qu'une diplomatie sans armes est nulle. C'est ça. Et nous, la RDC, nous sommes sous embargo. J'ai vu les femmes fortes, je crois, une association comme ça, femmes fortes, qui exigent que l'embargo soit levé afin que la RDC se procure des armes pour faire face à cette guerre. Qu'en pensez-vous? Alors là, vous voyez pourquoi vous revenez sur ce que j'avais dit avant. Le front diplomatique et politique a de l'ascendance sur les autres fronts. Pour obtenir la levée de cet embargo-là, il faut que ce soit aussi décidé au niveau du Conseil de sécurité. Il faut un lobbying fort auprès des puissances. On ne peut pas avoir peur. Il faut même... Nous ne sommes pas une chasse gardée des États-Unis. Du reste, ils ont montré qu'ils ne nous aiment pas. Ils veulent exterminer les Congolais. Alors que nous sommes ce que nous sommes à cause de ces gens-là. Voilà. Donc nous avons intérêt à avoir un lobbying fort également sur le plan diplomatique. C'est comme ça que je salue le travail que fait notre ministre des Affaires étrangères. C'est un rodé sur le plan diplomatique. À un moment donné, les gens disaient, parce qu'on est excédé par la colère, non, ils ne tonnent pas, non, il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des non-dits. Il faut sensibiliser les puissances. Il faut aller vers les États émergents. Si les Américains nous ferment la porte, je ne sais pas pour quelle raison, et nous avons, il y a la Russie qui est là, parce que je sens que maintenant c'est comme si on retourne également à la guerre froide, parce que quand on voit qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire, nous devons composer avec d'autres puissances pour avoir les armes qu'il faut afin de nous défendre. Donc ils nous ont imposé l'embargo qui n'en finit pas. Mais on laisse les pays agresseurs qui tuent, qui violent, qui ne libéralisent pas l'espace politique. Là où il n'y a aucune liberté d'expression comme au Rwanda, là on surarme et nous on nous maintient. Vous voyez que c'est fait exprès pour nous laisser faibles afin toujours de piller les richesses congolaises afin que ça ne profite jamais aux Congolais. Nous devons nous défendre. On ne respecte que celui qui est fort. Vous avez parlé du front militaire, il est très important. On doit s'armer, on doit se battre. On doit composer avec les États comme la Russie, les États émergents, la Chine, pourquoi pas, ce sont des grandes puissances actuellement. Nous devons composer également avec ces États. Nous sommes ouverts à tout le monde. Autant nous sommes avec les Américains, même s'ils sont hypocrites, autant nous devons être également ouverts aux autres. Et nous avons les nombres, on ne badine pas avec le nombre. Nous avons les nombres. Comptez avec la détermination du Congolais. Si on s'arme, on dit on donne l'arme à tous les Congolais, personne ne pourra bouger. Même à l'Est, là. Et ils ont profité depuis longtemps de leurs infiltrés pseudo-congolais qu'on nous a envahis partout dans les institutions, qui sont même à Kinshasa. Il faut voir comment ils nous découragent. Moi, j'ai toujours dit aux gens dans les forums où je suis actif que j'essaie d'identifier ces gens-là par la ligne qu'ils ont. Ils ne vous injectent que les informations qui vous découragent, qui montrent que le Congo ne vaut rien par rapport au Rwanda. Ce sont les procès du Rwanda qu'on monte à longueur de journée. Quand il y a un militaire, une défaite, là, c'est ça qu'on aggrave. Ceux qui a dit bon, ils ne montrent pas. Ils sont nombreux parmi nous. Ce n'est pas compliqué de les identifier. Donc il faut y aller aussi sur le plan médiatique. Le plan médiatique est d'extrême importance. Ouais. Vous voyez quand les militaires sont francs, et qu'on vous envoie les images d'autres militaires capturés qu'on égorge, quelle morale on vous donne? C'est pour vous affaiblir. Il vous affaiblit sur le plan psychologique. Il y a ce qu'on appelle la psychomilitaire, l'art de terroriser l'ennemi. Quand vous êtes battu déjà sur le plan psychologique, on vous battrait également sur les restes de plan.
Alors on ne doit pas tolérer ces individus-là qui, pendant ce moment, sont en train de nous injecter les images de tout ce que les Rwandais transformés en M23 Même nous les disent. images tournées ailleurs. Ailleurs, on nous les envoie, on les monte. Comme si c'est ça la réalité. Voilà, c'est comme maintenant là. C'est comme maintenant là, on trompe tout le temps. Vous savez, il y a une colère saine qui monte. Ouais. J'ai salué le comportement, la maturité de notre gouvernement, qui appelle à ne pas faire la guerre aux Rwandais, qui ont choisi le Congo comme leur seconde patrie. Ce sont les citoyens du monde. Nous sommes un pays ouvert, un pays civilisé. On n'est pas comme eux. Donc c'est une maturité. C'est une maturité parce qu'ils vont sauter sur l'occasion pour la xénophobie. C'est comme si on ne protège que ces individus-là. On doit tuer les Congolais, là, ça n'aimait personne. Quand c'est eux, non, voilà, ce sont des gens qui ont connu le génocide. Ils avaient réussi à bien vendre leur génocide. C'est comme si nous, on n'a pas assez vendu. Les tueries, 100 fois plus que qu'on a perpétré chez nous ici. On parle de 10 millions. 10 millions. C'est comme ça que je voudrais revenir sur l'affaire des Rwandais. Ouais. Les Rwandais, c'est un peuple frère. D'ailleurs, à un moment donné, on a été Rwanda, Burundi, Congo, ensemble. C'est un peuple frère. On n'a jamais de problème interindividuel avec les Rwandais. Moi, j'ai eu des amis rwandais avec qui nous avons fait les études ici. Et c'est des gens qui ont été gâtés. Ils bénéficiaient doublement de la bourse. Ils avaient notre petite bourse qu'on nous payait là, congolais. Ils avaient également la bourse de HCR qui venait prendre ici à Royal. J'ai des amis avec qui nous vivions ensemble. Et ne sont pas des traîtres. Dont un ayant échoué en 3e année de graduat, parce que quand vous avez la bourse, on vous la donne pour 5 ans. Et lorsque vous avez échoué, vous avez déjà 6 ans. Il y a une année pendant laquelle vous n'aurez pas de bourse. Cet ami-là, cette année pendant laquelle il avait été obligé de reprendre l'année, nous on est passé, il avait vu sa bourse coupée au point qu'il avait souffert terriblement. Moi, je dis l'amener chez mon oncle qui était enseignant à Bobokoli. Une prise en charge toute l'année. Il m'aimait beaucoup. Même quand il est allé chez eux, il m'avait envoyé une première lettre où il disait, un premier verset biblique dont je n'avais pas connaissance, où il est dit, à part celui qui dit que Jésus plaira, le plus court, il m'a révélé un deuxième verset, il a écrit seulement un petit verset, je le lis, il a écrit, je parlerai de vous à toute ma famille. Pour vous dire comment nous les avons. On s'aimait beaucoup avec ces amis-là. Ils avaient doublement la bourse. Donc, le peuple rwandais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais c'est le politique rwandais, notamment Kagame, je crois. Parce que même le militaire, là, il reçoit des ordres. Chez eux, vous ne pouvez pas dire non, on peut vous égorger. Vous voyez, ce qui s'est passé, c'est cet individu-là. Ça devient l'épine pour les Africains, ce gars-là. Avec un pseudo-développement. Quel développement vous pouvez avoir sur le sang des autres? Sur le sang des autres. Nous voulons un développement autocentré, intégral, dans l'ensemble de la sous-région. Pas piller nos piller pour vous développer et maintenir les gens qui contrôlent le pouvoir public ici, qui font tout pour déstabiliser le pays. Mais ce n'est pas normal. Vous savez, même dans notre pays, il y a des choses que j'ai toujours condamnées. J'en ai parlé dans une des conférences. Lorsque vous vous concentrez sur un point que vous surdéveloppez, pendant que d'autres espaces sont sous-développés, la conséquence, c'est quoi? Vous serez envahi, non? Il y a l'instinct de survie. Il y a l'instinct de survie qui pousse le peuple à se battre pour chercher à se maintenir. Vous ne pouvez pas être à l'aise avec un gars qui inhibe les autres avec le soutien de puissance pour que lui se développe alors qu'il n'a même pas la capacité de pouvoir nous contenir. C'est suicidaire, c'est cynique, c'est diabolique. C'est comme ça qu'il faut que nous puissions libérer la langue. Tous les intellectuels congolais. Et je reviens sur les fonds là. Un compte citoyen pour que les Congolais versent de l'argent. J'ai suivi le même mouvement à l'international. C'est une dame, les femmes de la diaspora. Il faut qu'on le fasse ici. Il y a des volontaires. Nous allons mettre de l'argent pourvu qu'il y ait la transparence également. Parce que nous avons aussi un problème dans ce pays avec tous ces roublards-là qui profitent de pouvoir pour piller les autres et faire de l'argent pendant que le pays est en crise. Si on peut y mettre la transparence, afin que les cotisations du Congolais, les cotisations citoyennes, puissent servir à notre armée, nous allons résister. Et ils vont sentir que ce pays-là, on ne peut pas s'en moquer comme ça parce qu'on doit avoir l'histoire. Nous ne sommes pas aussi faibles qu'on pense là. On a été expressement affaiblis. Alors, les opinions divergent. Il y en a qui pensent que la RDC doit déclarer officiellement la guerre au Rwanda. Et il y en a qui disent non, il ne faut pas aller comme ça, c'est un piège.
parce qu'on n'a pas peut-être toutes les armes qu'il faut pour attaquer. Et le Rwanda risque d'utiliser tout ce qu'il a comme arme parce que c'est une guerre déclarée. Et vous, que pensez-vous? Parce que jusque-là, le gouvernement traîne encore les pas. Bon, nous ne sommes pas des spécialistes en stratégie militaire. Je voudrais seulement que nous arrivions à comprendre qu'il y a un discours du militant qui est différent du discours d'un homme d'État. Il faut y aller graduellement. J'ai suivi le porte-parole du gouvernement que je salue parce que j'ai vu que sa communication maintenant à la hauteur de l'événement. Sa sortie médiatique récente m'a plu terriblement. On y va de manière graduelle. Nous avons commencé par arrêter cette histoire d'avion rwandais. C'est eux qui viennent faire l'argent chez nous, non? Nous, on n'a pas d'avions qui vont faire l'argent chez eux. On leur a ouvert le terrain d'exploitation, parce que c'est nous les Congolais qui sommes nombreux, parce que je vous dis, c'est lui qui a les nombres, a la puissance économique. Ouais. On a fermé, on a suspendu l'application d'un certain nombre d'accords sur le plan de la coopération économique, qui leur était bénéfique. Ah, on dit que tout lors de Sakima, figurez-vous, venez, vous allez tout. Figurez-vous pas, c'est lui qui a les unes des raffinages, donc c'est lui qui avait tout. Quand on donnait les statistiques sur le plan du commerce extérieur, ouais, des exportations de l'or. Mais c'est le Rwanda qui vient avant nous tous, alors qu'il n'a pas ce que nous avons. C'est connu. Il faut y aller progressivement. Je vous ai dit que le président de la République, Fatou Moukichi, je m'excuse de l'appeler comme ça, parce que j'ai dit c'est un esprit, a voulu vider les prétextes. Il fallait vider les prétextes, pour que même les nations que le monsieur-là était en train de dribbler dans sa ruse se rendent compte des limites de son schéma de raisonnement. On a suspendu, et j'ai suivi au niveau des frontières également. Ouais. Ils ont fermé les frontières. Il y a une heure à laquelle vous ne pouvez plus traverser. Et pourtant, c'était les passoires là-bas. Quand vous allez à Goma, vous verrez que nos amis d'en face sont plus nombreux chez nous, ouais, que chez eux. Une fois, lors d'une des émissions là-bas, mission à l'époque, j'avais posé une question de curiosité à certaines dames qui étaient venues voir quelqu'un à l'hôtel où nous logeons, les femmes d'affaires. Ouais. Et j'ai posé la question pour dire, mais comment vous êtes plus nombreux ici pour faire les affaires par rapport chez vous au Rwanda là-bas? C'était une question de curiosité, ouais, parce que c'était mon premier voyage là-bas. En même temps, c'était dans une mission, il y avait une conférence là. La dame me dit non, mais ici au Congo, nous faisons trop d'argent. Elle a dit aussi quelque chose qui m'avait déplu. Mais chez nous, c'est vous ici, c'est pas organisé. Chez nous, même un petit truc là, c'est trop imposé, trop de taxes, on n'arrive pas à faire l'argent. Nous tous, nous aimons faire les affaires ici. Nous sommes plus nombreux ici qu'on ne peut le faire chez nous là-bas. Vous vous imaginez? Quand vous allez là-bas, ils en souffrent. Ils ont un tyran, un despote, un sanguinaire qui complique la vie de tout le monde. Il veut plaire aux nations qui disent que nous t'avons mis là pour nous aider à piller ces gens-là, à alimenter nos économies. Et tant pis pour votre population. Tant pis pour votre population. Donc, il y a des gens qui souffrent. Oui. C'est vous dire qu'il y a déjà un certain nombre de mesures drastiques que le gouvernement a déjà prises. On y va graduellement. Si la donne sur le terrain exige que nous puissions déclarer la guerre, on le fera. Comptez avec le chef de l'État. Attention, parce qu'à l'époque, j'avais dit aux amis à l'époque, quand on faisait la campagne, quand j'avais fait sa campagne, ouais, avant son élection, nous étions dans les réseaux sociaux avec les amis. Parfois, on s'est chamaillé, on voulait s'entretuer. J'avais retenu la phrase que le président de la République ici avait exprimée, que j'ai toujours rappelé aux amis dans les forums où je suis opérationnel. Quand on l'insultait, à Tangaté, il ne connaît rien, il avait lâché une phrase pour dire « J'adore quand on me prend comme un idiot ». Vous voyez ça? J'adore quand les individus me prennent comme... Quand vous voyez le cheminement de cet homme-là, tout ce qu'il commence et comment ça finit. Mais c'est un esprit nettement supérieur. Je suis bien placé pour le dire. Hein. Je suis formé, je suis enseignant à l'université, je suis psychologue de surcroît. On sait, on a le niveau qui nous permet d'évaluer, ouais, la puissance sur le plan du fond et de la forme de la pensée de quelqu'un. Ouais. Et donc ce qui est fait là procède d'une didactique, d'une méthodologie. Autant nous nous battons sur le plan diplomatique, on ne dise pas que c'est nous qui avons attaqué, autant militairement également nous sommes sur le terrain, qu'on ne vous trompe pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur le plateau de télévision. Ouais. Vous voyez ces Rwandais là venir prendre ce pays encore, dans ce pays, le pays de Lumumba. Non, ça ne se passera pas. Donc ce qui est fait là, la déclaration de guerre viendra, tout dépend de la dynamique au niveau de l'Est. Et on ne peut pas satisfaire à la volonté des militants, parce qu'il y a aussi les gens qui veulent que
eh bien, qu'on y ait de la précipitation pour être condamné par la communauté internationale de ne plus avoir les droits de notre côté, afin qu'on voit le pouvoir se renverser. Vous ne voyez pas, vous ne savez pas, il y a quand même certains politiciens opposants linéaires, comme je l'ai toujours dit, qui font ça. Parfois, il laisse et soit. Non, c'est qu'elle est là avec ses accords. Mais les accords, il fallait vider. Parce qu'il est le premier. Quand il est arrivé, il a trouvé tous ces Rwandais qui sont partout. Il les a trouvés comment? On allait toujours dans les forums Sun City partout là pour les ramener ici. Il y a toujours cette dynamique qui veut qu'au même moment qu'on fait la guerre, qu'il y ait également des passerelles, des échanges, des couloirs, des échanges entre nations, entre chefs d'État, etc. Et le pouvoir, le gouvernement de la République est en train de le faire et il le fait bien. Alors, le président Bosso de l'Assemblée nationale avait déjà averti il avait averti aux députés, soi-disant, si vous voyez des députés arrêtés pour cette guerre, ne soyez pas étonnés. Mais la session est même passée, on n'a pas arrêté les députés parce que dans cette guerre de l'Est, il y a des infiltrés, il y a des notables de là qui causent aussi les malheurs. C'est ça. Qu'en dites-vous? Oui, mais c'est comme je vous dis là, nous sommes dans un monde où, surtout dans cet espace-là, il y a des personnes qui, pour se faire de l'argent, de sang, ont signé le pacte avec le diable. Et je me demande comment je peux être à l'aise pendant que mes frères utérins, mes sœurs utérines sont en train d'être égorgés. Parce que moi, je dois être riche. Je ne sais pas où est le bon sens, je ne sais pas où est l'humain à nous. Hein? Je peux me représenter, moi, m'enrichir pendant qu'on tue mon peuple. Ce sont des élus, on a entendu des déclarations. Nous ne sommes pas bien placés pour le dire avec conviction que ce qui est dit est vrai, mais il y a les organes habilités à se saisir de ce genre de dossiers pour ouvrir les enquêtes. Le monde judiciaire, rappelez-vous ce que je vous avais dit encore dans ce plateau. Ouais. Quand des choses aussi graves comme ça sont dites, il y a même les députés qui se dénoncent. Oui, on a assisté à des militaires, à des gens qui participent dans ce qu'ils font. On entend, on voit à la télé. Où c'est à l'Assemblée? À l'Assemblée, s'il vous plaît. Et nous sommes avec ces gens-là ici. Aucune action judiciaire. Est-ce que ce ne sont pas ces gens-là qui sont les collabos, qui roulent pour l'ennemi pendant qu'ils sont avec nous? Et commencent à en parler devant l'écran. C'est là où je vous dis que nous devons avoir un effort, faire un effort d'être quand même une nation dont on doit avoir peur, comme on le voit ailleurs. Des choses comme ça, la justice serait déjà saisie du dossier pour ouvrir les enquêtes. Même l'Assemblée elle-même, le vieux Mbosso qui en a parlé. Qu'est-ce qu'il attend pour enlever les immunités? Les immunités parlementaires, on l'enlève carrément parce que vous avez des soupçons comme ça, vous l'avez dit, c'est connu de tout le monde. On doit en savoir davantage. On le livre. Quand on fait des choses comme ça, les autres vont avoir peur. Mais sinon, on dira, ça a toujours été comme ça, on parle, et puis ça passe. Oui. Et les gens sont au service de l'ennemi, en bouffant l'argent du Congolais, du contribuable. Cette complicité des citoyens congolais de l'Est. Voilà, de l'Est notamment. Chacun, souvent, les fermiers, tous ces gens qui ont des carrés miniers. Ils ont toujours les milices, chacun sa milice. À une milice, voilà. Alors, et avec ça, si on termine tel front, c'est le front des milices à gauche, à droite, et ça ne termine pas. Je me rappelle, il y a la guerre qui avait commencé à Zongo, à l'Équateur, là. Est-ce qu'on en parle? C'est fini, non? C'est parce que la mentalité des Congolais qui sont de l'autre côté n'est pas du genre à céder la place à l'ennemi. Mais pourquoi à l'Est? C'est parce qu'il y a des infiltrations parmi ceux qui se disent notables et on a dévoilé ça à l'Assemblée. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune action judiciaire. C'est ça. Et avec ça, est-ce qu'on va finir cette guerre? Bon, ce sont des gens qui sont sans cœur humain, parce que comme je le dis là, je ne peux pas m'imaginer des notables, élus de ces gens-là, qui sont complices de ce qui se passe là. Ces carnages, ces égorgements en série, les gens en errance avec femmes, enfants au dos. Vous êtes là calme en train de collaborer avec les Rwandais pour ces choses-là. Nos frères de l'Est, là, les politiciens, certains bien sûr, à quelques exceptions près, sont dans cette histoire-là. Ils méritent le châtiment. Et qui doit châtier? C'est l'organe de la loi. C'est là où je reviens à ce que j'ai toujours dit. Pour qu'on nous respecte, il faut que sur le plan judiciaire, qu'on soit coriace, que la justice fasse son boulot. Dès qu'on apprend ça, on se saisit, on frappe. On le met en prison, c'est fini. On vous ligote devant les femmes, enfants, on vous humilie. Et puis on vous met en prison, c'est terminé, même avec les fouets en public. Il faut des choses comme ça pour créer la peur. Vous savez, la démocratie, j'ai l'impression que c'est une dictature socialisée. Quand on dit la démocratie, ça appuie sur l'état des droits. L'état des droits, c'est la force, non? Ouais. Alors,
Il faut cette dictature démocratisée, pour ainsi dire. N'est-ce pas, avec une justice qui ne badine pas par rapport aux collabos, surtout en situation de guerre comme maintenant là. On voit même un discours qui glisse, qui veut démobiliser notre armée, le peuple congolais. On vous arrête. Vous ne pouvez pas le faire à Kigali. Pourquoi on le fait seulement ici? Pourquoi on peut tolérer ça ici? On va laisser quel type de pays? On a des enfants comme ça, on se dit demain vous ne serez plus là. Et les gens là sont contents parce qu'il est dans les chaises pivotantes, avec l'argent pillé dans le pays. Ils croient que ça doit continuer comme ça. Donc moi j'interpelle la justice congolaise face à des flagrances de ce genre. À l'hémicycle, vous entendez les gens qui s'entre-accusent. Toi, tu as des milices, et toi... Et vous entendez, mais ils ne sont pas inquiétés. Pourquoi? Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas la... Alors, le chef de l'État a laissé les institutions, ce qu'on appelle l'indépendance des institutions. Il n'y a pas d'interférence qui empêche l'organe de la loi d'exercer son pouvoir. C'est là que nous voulons qu'on puisse châtier ces individus. Parce que le malheur du Congo vient de ces gens d'individus. Ça commence comme ça. Si cette histoire d'un 23 là continue, demain vous verrez d'autres pseudo-congolais entrer dedans parce qu'ils veulent entrer dans les institutions. Voilà. Alors, on tue pour trouver un pouvoir. Non, ça doit s'arrêter. On ne doit pas faire la prime à la guerre. En ce moment, le chef de l'État, le président Tshisekedi, est au front à Nairobi, dans la réunion des États membres de la communauté d'Afrique de l'Est. Et c'est sur la situation du Congo. Quelle chance vous donnez à ce forum? Bon, la chance, c'est que c'est toujours la cause congolaise qui sera davantage entendue. Est-ce qu'il y a une issue de paix qui peut sortir de ces assises-là? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que les instigateurs de la guerre de l'Est sont des grandes puissances, très loin de l'Afrique. Les Africains qui viennent de l'Est là sont instrumentalisés, utilisés comme des petits pigeons, comme une fourchette dont elle se sert pour prendre le riz. Ça viendra de très loin. Mais nous ne pouvons pas aussi minimiser ce qui se passe avec nos voisins d'à côté, parce qu'on a autant de voisins. Il faut que nous puissions avoir un climat de paix et faire entendre la cause congolaise, aller leur présenter les évidences, les preuves de ce qui se fait sur le terrain. Parce qu'on ne peut pas laisser un vide quand vous êtes attaqué. Voilà. Mais la solution, la solution vient de nous les Congolais, voilà, de notre armée, de notre capacité à faire douter l'ennemi. C'est là qu'il faut le plus travailler. Tout en se battant sur le plan diplomatique et politique, il faut beaucoup travailler sur le plan militaire. Il faut beaucoup motiver notre armée. Il faut des moyens conséquents. Il faut des armes. Il faut faire, même s'il faut faire l'alliance avec le diable, il faut le faire pour que nous puissions nous défendre. Les autres peuvent parler, donner un avis, mais ils ne viendront pas combattre l'ennemi qui est à l'Est. Il faut que les Congolais fassent. Alors, le président Kenyatta propose qu'on envoie une force dans cette partie-là, une force des États membres de l'Afrique de l'Est. Déjà, il y a des réactions comme le prix Nobel Mukwege qui dit non. Il y a d'autres compatriotes qui disent non à l'avènement de cette force-là. Parce qu'il y a déjà la MONUSCO, mais qui n'a pas donné de solution. Il y a l'armée ougandaise qui est avec nous et il n'y a pas toujours de solutions. Et vous, qu'en pensez-vous? Moi non plus, je ne suis pas d'accord avec cette histoire-là. Parce que la MONUSCO, c'est pour la première fois que les Nations Unies envoient un effectif d'une telle taille dans un pays. Depuis des années que nous avons la MONUSCO, la situation n'évolue pas. Il y a même des fois où elle est même accusée de complicité. Parfois, on voit les armes utilisées par les Nations Unies entre les mains de, comme je sais que j'ai entendu dernièrement là, je parle au conditionnel, je n'ai pas les données précises. Elle est là. D'abord, la mission des Nations Unies vient avec les missions précises, ouais, les objectifs précis. Ouais. Voici ce que vous pouvez faire. La protection de la population se limite à ces niveaux. Quand il y a l'ennemi qui arrive, même si à un moment donné on avait lâché quand on avait des FM23 la fois passée, ouais, mais dans la plupart des cas, ils n'interviennent pas comme ça, comme le ferait l'armée qui défend la souveraineté de son pays. Et n'oubliez pas que ce sont les forces des Nations Unies. Et la guerre que nous avons vient quelque part également de ces puissances-là qui sont dominantes, qui ont l'ascendance sur les Nations Unies. Donc il ne faut pas espérer. Il ne faut pas trop espérer. Donc, en Afrique également, pareil. Parce que vous risquez les instigateurs viennent. Voilà, vous risquez de vous retrouver avec les agresseurs dans les rangs. Ouais.
C'est ça le malheur que nous avons là-bas. Comme c'est des gens qu'on supporte. Il y a toujours des intérêts cachés. Des intérêts, même quand ils viennent là, vous allez comprendre qu'ils sont en train de piller là-bas, les hélicoptères atterrissent là-bas, on pille. Ils viennent, on dit. J'avais suivi un politique, une analyse de la situation politique à l'international, qui avait dit quelque chose qui m'a fait choquer. Qui dit non, le Congo est perçu comme le coffre-fort du monde. Des nations. Le coffre-fort. Qui peut aller vous voyez l'image. Et on vous l'a dit dans les grands médias internationaux par les spécialistes. Pour vous dire comment ces gens se comportent. Ils se cachent derrière les missions comme ça, force de maintien de paix, pour venir participer au pillage. Et donc, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une bonne solution. La meilleure idée, c'est que ces gens-là demandent aux Rwandais de quitter, de rentrer chez eux. Ouais. Sinon, on va les défaire. Même les armes qu'ils ont là, nous sommes capables de les avoir autrement. Ne vous en faites pas. Alors, il faut que les Congolais comprennent que le nombre que nous avons ne peut pas jouer avec nous. On peut les envahir. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre émission. Qui doit faire quoi maintenant? Nous avons un chef coutumier, nous avons les églises, nous avons les ONG, nous avons les médias, nous avons les politiques, les militaires. Qui doit faire quoi pour que cette guerre termine? La mobilisation générale, que je salue déjà, à quelques exceptions près. Je la trouve générale, la mobilisation. Il faut un discours patriotique partout. S'interdire des choses qui nous divisent. Ce n'est pas le moment de voir qui est l'auteur, qui a volé ma victoire. Non, ce n'est pas le moment. Ça ne sert à rien. Ces choses-là, on sait les régler en congolais. Le pays est en danger. Tous debout. Et ce n'est pas le moment de nous amener le discours opium. Du genre Yawa Kosal, Anzamba Kosal. Dieu ne descendra pas. Même le peuple d'Israël s'est battu. Regardez l'Israël. En Israël, là, quand vous blaguez avec l'Israël là-bas, c'est le fait tout autour. Hein. Mais nous tous ici, tout le monde rêve d'aller en Israël parce que là, chez Dieu, j'ai même vu certains Congolais qui vont en touriste là-bas, il vient, il s'agenouille, il touche le mur, il croit qu'il est déjà guéri. Mais oser blaguer là-bas, c'est la balle dans la tête. Nous devons nous défendre par le discours opium du peuple. Yahweh, Yahweh. Il faut prier, Dieu sauverait, mais demander aux Congolais d'être déterminés, de protéger le pays. Même s'il faut décréter l'écolisation dans les églises. Je vais voir ce discours où cet évangile patriotique aussi se fait. C'est pour sauver le pays. Parce que quand on tue les gens, vos fidèles là, les gens fuient. Comme ils fuient là. Est-ce que les pasteurs ont des brebis à Bunagana maintenant là? Non. Alors comment vous pouvez laisser le pays être envahi comme ça? Vous venez avec une grosse Bible comme ça. Donc on peut prier, c'est vrai, mais il faut demander aux Congolais de travailler et de soutenir notre armée, donc, de soutenir les institutions. Ils doivent aller au front. Oui, tout le monde. Avec la prière, mais avec aussi cotiser. Voilà, cotiser. Et avec un message qui réveille les fidèles. L'éveil patriotique, oui. Oui. Ça. Et puis les politiques. Exactement. Les politiques, pas question de division, pas question de la haine. Voilà. Et les ONG, les médias. Les médias, n'en parlons pas. D'ailleurs, là, je salue le travail des médias. En tout cas, pour une fois, nous on ne dort pas, on suit tout de près. Les médias font un travail exceptionnel ces jours-ci. Je comprends que les Congolais n'aiment pas qu'on touche à son pays. Sur ce plan, même quand vous voyez les tweets, et on a vu là même Kagame, là, quand il a osé tweeter là, mais on l'a envahi, il y en a qui l'ont même mis dans les groupes, dans beaucoup de groupes là, on l'a envahi, même à l'international, le Congo ne dort pas. Nous devons utiliser tous les fronts pour nous faire entendre. Parce qu'il y a les gens, les coins du monde où on ne connaît pas très bien la situation. Les Congolais doivent défendre leur pays, chacun ce qui le concerne, dans sa sphère d'activité. Même ceux qui sont dans la diaspora. Même dans la entrer partout là. Tout le monde, même les féticheurs là, vous êtes un féticheur. Utilisez les fétiches pour protéger la nation. Voilà. Il faut tout. Il faut utiliser toutes les armes conventionnelles et non conventionnelles pour protéger le pays qui est attaqué. Parce qu'on a attaqué. On se doit de se défendre. Donc, toutes les flèches sont permises. Sont permises. Il faut les libérer. Voilà. Pourvu qu'on ne puisse pas faire la chasse à l'homme. On n'a pas de problème interindividuel avec nos frères rwandais, les citoyens paisibles. Parce que nous connaissons aussi certains Rwandais qui sont en guerre, qui pleurent de ce qui se passe là. Pourquoi Kagame peut faire ça? Il y a des innocents parmi les peuples qui vivent également. Quand vous arrivez à Goma là, vous verrez certains Congolais qui habitent Gisenyi, qui viennent travailler à Goma. Et vous trouvez certains qui sont à Goma, qui vont travailler à Gisenyi. Quand vous voyez les populations, vous ne pouvez même pas sentir qu'il y a des problèmes entre les peuples. C'est les politiques, et essentiellement un individu, cette histoire de Kagame là. Voilà. Monsieur le Président Florent Ebondo, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, qui met terme à cette émission Grand Défi ce jour. Merci de l'avoir suivi. La suite au prochain numéro. Au revoir.